m'appelle Astrid Thébault-Guillochon. Je viens de Paris. Je suis arrivée il y a 5 ans pour faire une licence en MIH sciences cognitives, donc maths info appliquée aux sciences cognitives, ce qui m'a permis de développer pas mal de skills en info, en maths, tout ce qui est analyse de données, etc. Après ça, j'ai commencé un master en sciences cognitives, toujours ici. Et entre-temps, j'ai fait une césure qui m'a permis de faire un DU, donc un diplôme universitaire en médiation scientifique, donc pour apprendre un petit peu à diffuser les sciences, donc à faire de la radio, manipuler les réseaux sociaux, faire des TED Talks, faire du journalisme écrit, toutes les manières de diffuser les sciences. Et après, j'ai repris mon master et maintenant, je suis ingénieure d'études, donc au laboratoire OMC, dans l'équipe de neurocognition et criminalité, donc je travaille beaucoup sur la criminaux. Je suis enseignante, donc je vais surtout faire des cours en progrès, en stats et aussi en neurosciences. Et à côté de ça, je suis médiatrice scientifique, donc tous les ateliers de médiation, par exemple. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette année de césure, justement pour devenir médiatrice scientifique? C'était quoi l'opportunité qui t'a permis de faire ça? Alors, c'était plus ma santé mentale, parce que j'ai fait ma licence, je l'ai finie pendant le Covid, donc confinement, etc. Et j'étais déléguée, j'étais impliquée à Stigma, j'avais une dizaine de postes associatifs, et c'était assez compliqué de survivre. Okay. Et donc j'ai commencé mon M1 et finalement je me suis décidée à faire une césure pour essayer de faire toutes les choses que j'avais envie de faire et que je me disais que j'aurais peut-être pas forcément le temps de faire après mes études ou entre un master et un doctorat ou doctorat et plus tard. Okay. Et j'ai décidé de faire ça, c'était vraiment chouette de faire. Donc j'ai fait le DU, j'ai fait un stage en machine learning donc au laboratoire ERIC à l'université Lyon 2. J'ai pu enseigner, j'ai pu encadrer des stagiaires, travailler davantage sur Stigma, donc c'était super chouette de faire une césure et je recommande vraiment à tous ceux qui peuvent le faire. J'ai découvert les sciences cognitives par hasard. De base, je voulais être pilote d'avion de chasse. J'ai pas une bonne vue. Donc, je me suis tournée vers l'ingénierie aéronautique, ce qui n'a rien à voir avec les sciences cognitives. Et c'était, je crois, en première au lycée. On avait, vous savez, les fiches de lecture qu'on doit faire sur les livres. Ouais. Bien sûr, je me baladais sur Wikipédia. Okay. Et en me baladant, parce que j'adore cliquer partout, j'ai découvert les sciences cognitives et je me suis dit, mais c'est trop bien, on peut étudier notre propre pensée et avec plein d'approches différentes, donc la linguistique, l'anthropo, la neuro, etc. Et j'ai trouvé ça super chouette. Et je me suis renseignée et j'ai postulé et je suis tombée ici et vraiment, je suis tombée amoureuse des sciences cognitives. Et après, je me suis impliquée auprès des Stigma quand j'étais en première année de licence. Et ça m'a encore plus impliquée dans les sciences cognitives et aussi dans la médiation scientifique et j'ai vraiment trouvé ma voie dans tout ça. En gros, j'étais en L1 et je crois qu'ils faisaient, vous savez, on passait en amphi pour parler des assos. Et je me suis décidée à postuler, c'était un Framadate, non pas un Framadate, un Google Form à remplir. Et j'ai rejoint en tant que chargée de com. Et en fait, l'association, elle avait été un peu en arrêt pendant quelques années, donc c'était un M1 qui l'avait reprise. Il y avait que des M1 avec lui ou des L2, donc j'étais vraiment le petit bébé en L1 qui arrivait et tout. Et j'ai beaucoup aimé faire de la com, donc essayer de faire des graphismes, commencer à rédiger mes premiers posts pour les réseaux. Et donc à la fin de l'année, lui, il devait partir, et il est parti. Il a déménagé à Nancy. Et donc il m'a proposé de reprendre la présidence des Stigma. Et j'avais beaucoup la pression parce que j'étais vraiment la plus jeune, etc. Et je l'ai repris et vraiment je suis tombée amoureuse de l'associatif. Et donc après ça, j'ai rejoint la Fresco, la Fédération des sciences cognitives. J'ai rejoint Cogni Junior, qui est notre asso pour faire la médiation auprès des enfants en sciences cognitives. J'ai rejoint Cortex Mag, le Café des Sciences et je me suis pas arrêtée de rejoindre des assos. Et j'ai trouvé ça incroyable de voir tous les liens qu'on pouvait créer et de me dire que ça allait vraiment au-delà de faire des événements. Et c'est vraiment chouette de pouvoir montrer à tout le monde qu'il y a des sciences cognitives, que ça touche tout le monde, peu importe ce qu'on fait comme études, mais même d'aller plus loin, surtout pendant le Covid. On avait une vraie équipe, on se faisait des petites réunions, on faisait des petits apéros tous ensemble. Et j'ai trouvé des vrais amis et une vraie vocation, donc c'était super chouette. Ok, bah génial. Merci. Et donc, tu es restée à la présidence pendant combien de temps? Je suis restée présidente pendant 3 ans. J'ai fait 3 mandats pré-Covid, pendant le Covid et post-Covid. Okay. Et voilà. Je remercie beaucoup Cyril et Sophie qui étaient dans ma licence et que j'ai vraiment tiré vers Stigma et qui sont restés avec moi et qui m'ont vraiment soutenue, et même pour après. Donc. J'ai réalisé beaucoup de stages volontaires pendant ma licence et mon master. J'en ai fait surtout en neurosciences, en machine learning. Okay. Et j'ai vraiment aimé la recherche et vraiment pouvoir partir d'imaginer quelque chose, de faire une revue de littérature, j'adore lire, okay. D'imaginer un protocole pour essayer de tester quelque chose, faire des passations, analyser les résultats, rédiger des articles. J'aimais vraiment
le fait qu'il y avait plein d'approches différentes et qu'il y avait à la fois plutôt de la rédaction plutôt littéraire, à la fois du scientifique, de la manipulation. Et donc quand j'ai eu l'opportunité qu'il y a un poste qui s'est ouvert au laboratoire EMC, j'ai foncé et j'ai postulé et j'ai été acceptée. Et je trouve ça vraiment chouette de faire de la recherche comme les vrais chercheurs, entre guillemets, de vraiment partir d'un point et d'arriver jusqu'à la fin et de montrer quelque chose. Ou ne pas montrer quelque chose, mais... Alors, il faut savoir que je suis relativement une exception quand même, ici, parce que je fais un peu les choses dans le désordre. Mais en gros, on peut travailler dans la recherche dès la licence. C'est-à-dire que je crois qu'on a à partir de Bac+2, on peut être assistant de recherche, donc on va surtout aider des chercheurs, donc surtout par exemple pour des manipulations, des analyses de données, etc. Après, quand on a soit une licence, soit une maîtrise, donc un M1, on peut être ingénieur, ou en M2, on peut être ingénieur d'études. Et après, quand on a une thèse, on peut être ingénieur de recherche. Voilà, c'est un peu de différence de nom, et forcément en termes de responsabilité. Donc à mon niveau, en tant qu'ingénieur d'études, là je travaille sur une ANR. Donc en fait, une ANR, c'est un dossier qu'on fait pour être subventionné, pour avoir des fonds pour mener des recherches. Et dedans, en général, ça inclut plusieurs études. Par exemple, on peut le faire sur la dyslexie sur les enfants, ou moi sur les émotions morales. Donc les émotions qu'on va ressentir quand il y a des transgressions de la moralité. Donc par exemple, ça peut être faire des remarques sur des sujets un peu tabous, ça peut être tout ce qui va être injuste, de l'abandon, de la trahison, etc. Tout ça, ça va être des violations morales. Et donc moi, j'ai étudié les émotions dans tout ça. Et donc justement, il y a une ANR qui a été faite à ce propos. Il y a plein d'études dedans. Il y en a certaines qui ont déjà été menées par une postdoctorante, donc une personne qui avait sa thèse et qui est partie faire un contrat ailleurs. Et donc moi, j'ai juste repris les études suivantes. Donc il y a certaines études que je dois vraiment mener qui sont déjà prêtes. Et il y en a d'autres, j'ai la liberté de les monter ou carrément d'en inventer d'autres. Et donc ça va être faire la revue de littérature, imaginer ou compléter les protocoles, faire des passations ou encadrer des stagiaires. Par exemple, j'ai 2 stagiaires en M1 qui le font pour récupérer nos données, analyser les données et rédiger des articles. Et les présenter en congrès, faire des posters, etc. Alors malheureusement, non, parce que Covid. En fait, quand j'ai fait ma L1, je pensais pouvoir voyager en L3, c'est souvent ce qui est recommandé. En L2, j'ai été assez malade, donc j'ai passé le premier semestre à l'hôpital et le deuxième en Covid, et la L3 en Covid. Mais pendant ma césure, j'ai eu la chance, j'étais à la Fresco et j'étais responsable de la com, donc je gérais la com de tous les FSC. De la première année, on a eu 6 ou 7 FSC en même temps. Et j'avais TGV Max parce que j'avais mes études à Paris et mon stage à Lyon. Et donc j'utilisais le train comme un tram et je suis allée dans toutes les villes de France, que ce soit pour les FSC, pour la médiation, etc. Et donc ça m'a permis au moins de rencontrer beaucoup de gens, de rencontrer quasi toutes les assos de Sciences Co qui existent en France, et ça c'est super cool. Et pareil, j'ai fait pour la médiation scientifique, à force qu'on commence à faire un petit peu des ateliers, de la vulga, etc. Il y a un réseau qui se crée, donc on est souvent invité à des événements, ce qui est aussi super chouette. Donc pareil, j'ai pu être invitée à Paris, à Lille, à Bordeaux, etc. soit pour des interventions, donc présenter ce que je faisais, soit pour faire des ateliers, donc c'était assez chouette. Donc c'est pas ce que j'imaginais. Je m'imaginais peut-être partir au Canada ou autre, comme beaucoup. Mais c'était quand même cool de rencontrer autant de personnes et d'avoir autant de liens comme ça. Et est-ce que tu recommanderais aux personnes justement de partir en L3 ou en master ? Je recommanderais parce que j'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, donc après le Covid, qui l'ont fait. Et ça a toujours été une bonne expérience pour eux. C'est vrai que parfois on peut avoir des difficultés, ça reste l'étranger. Mais tous les retours que j'ai eus, forcément ils ont des approches différentes dans les pays. On va aussi développer la langue, rencontrer des personnes. Et rien que sur le fait culturel et de rencontrer des personnes, c'est incroyable. Et encore plus de voir les approches. Et par exemple, même les structures au niveau de la recherche, c'est pas du tout pareil aux États-Unis ou au Canada, si je le prends comme exemple. Ou même en Allemagne ou en Hollande. J'ai une amie qui est en Hollande. Les doctorats sont pas du tout organisés pareil. Donc c'est toujours intéressant de voir comment c'est fait ailleurs pour peut-être plus tard partir à vie ou faire sa thèse là-bas. Alors j'ai un truc, c'est pas vraiment une étude, mais peut-être que ça va marcher. Vas-y. En gros, il y a Sophie justement Nestima qui m'a recommandé un livre qui s'appelle Invisible Women. Et c'est sur toutes les disparités qu'il y a entre les sexes à vraiment tous les niveaux. Et on s'en rend pas forcément compte. Donc ça peut être, vous voyez, les crash tests qui sont faits que sur les hommes, les médicaments qu'on teste que sur les hommes, ou même sur l'organisation, par exemple, des transports. C'est sexiste, alors qu'on pourrait pas... Enfin, voilà. Donc ça touche vraiment tous les niveaux. Et j'étais en train de lire la toute fin du livre, et justement, ça parlait de la moralité.
Et concrètement, comment on pouvait voir les différences de perception des hommes et des femmes dans la politique. Donc, par exemple, quand il y avait Hillary Clinton face à Bernie Sanders, je crois. Et je me suis renseignée et j'ai lu plein d'articles là ce week-end. Et justement, on va pouvoir l'intégrer aux études que nous, on est en train de mener, enfin, que je suis en train de mener. Et justement, essayer d'intégrer le sexe et peut-être justement participer à ce trou qu'il y a de données entre les hommes et les femmes. Et donc ça m'a pas mal marqué de me dire, ok, il y a un vrai problème et je peux concrètement maintenant tout de suite y participer et à régler. Donc ça, c'est assez chouette. Pour la recherche, je pense qu'il faut savoir tout apprécier et apprécier vraiment le fait qu'on ait plein de manipulations. Et je vois souvent autour de moi, c'est qu'il y a parfois, forcément, il y a des chercheurs qui n'ont pas eu les mêmes formations que nous. Maintenant, on est beaucoup plus formés aux stats, par exemple. Et je vois qu'il y en a qui aiment vraiment pas les stats ou d'autres qui aiment vraiment pas l'administratif. Et je pense qu'une chose très importante, c'est d'aimer toucher à tout et surtout de jamais avoir peur de se former et de découvrir. Dire, ok, je sais pas le faire, je sais pas monter un dossier de demande de financement, je sais pas faire des stats, mais je vais apprendre à le faire. Au moins, vraiment, quand je fais mon métier, je pourrais toucher à tout sans avoir besoin de personne. Et pour l'enseignement, je pense qu'un des avantages que j'ai, c'est d'être assez jeune et d'avoir parfois l'âge ou être plus jeune que des personnes que j'ai en cours. Et ça permet d'avoir un lien assez spécial et de savoir comment leur expliquer, comment avoir des vrais exemples qui vont potentiellement plus les toucher que si j'avais 10, 20 ou 30 ans d'écart avec. Après, je pense que c'est surtout important d'être bienveillant, d'écouter et de ne pas voir la classe comme un groupe, mais vraiment voir plein de petits cerveaux tout autour qui ont chacun des choses à apporter. Et donc de bien réfléchir comment toucher tout le monde et inclure tout le monde dans tout ça. Alors, forcément, je suis spécialisée en data et c'est ce qui m'a amenée à, par exemple, pouvoir donner des cours et être recrutée. Parce qu'en général, en sciences cognitives, c'est rare d'avoir un parcours vraiment en maths et en progrès. Et donc, plutôt la data et aussi les neurosciences, parce que j'ai une forte appétence pour les neurosciences, ça m'a beaucoup intéressée. Et la crimino. On va dire un mix des trois, ça me permet vraiment de travailler en neurocriminaux, de pouvoir faire des stats, de pouvoir être à l'aise. Qu'est-ce que c'est la criminologie ? La criminologie, est-ce que tu pourrais expliquer ? La criminologie, dans notre cas, c'est plutôt la criminalistique cognitive. Donc, on va surtout étudier en psychocognitive ou en sciences cognitives tout ce qui va être lié à la criminologie et au crime. Donc, ça peut être par exemple comment on va auditionner des témoins, comment on va par exemple auditionner des témoins, auditionner des mineurs. Est-ce qu'on peut trouver des patterns pour identifier Par exemple, moi j'ai travaillé sur la vidéosurveillance. Est-ce qu'on peut trouver des patterns corporels qui peuvent indiquer quelqu'un qui a des intentions plutôt hostiles, qui pourra agresser quelqu'un. Pareil sur le vol, etc. Tout ce qui va être aussi au niveau plutôt neuro, par exemple, quand des personnes ont des chocs ou des AVC, etc., elles vont développer des tendances plutôt criminelles, c'est-à-dire qu'elles auront moins d'inhibition, donc elles ont tendance à avoir des actions un petit peu, par exemple, je sais pas, du harcèlement sexuel ou autre. Vraiment, tout ça, ça va faire partie de la crimino. C'est comment nous, les sciences cognitives, on peut aider à comprendre ces mécanismes et surtout réduire concrètement le crime, donc à tous les niveaux du crime, que ce soit du harcèlement sur les réseaux à des agressions, des attentats terroristes, par exemple. Une grosse passion pour les dinosaures. Je sais pas si on va voir. J'ai des chaussures avec des dinosaures. L'escalade, je fais beaucoup d'escalade et j'ai réussi à motiver pas mal de personnes du labo à faire de l'escalade. Donc on a un petit groupe escalade. Pareil, ça a aidé beaucoup pendant le confinement et post-confinement. Je fais du roller. J'adore les plantes. Et c'est à peu près déjà pas mal. Mon plus gros défaut, c'est que je dis tout le temps oui. Et donc dès que quelqu'un a besoin d'aide, je dis oui. Et que ce soit dans l'associatif, l'enseignement, la recherche, la vie perso. J'ai tout le temps tendance à dire oui et vraiment je me noie après dans le travail et dans la charge mentale. Et ma plus grosse qualité, peut-être justement le fait que je sois tout le temps à dire oui et que je sois vraiment sur plein d'aspects différents et que je sois formée vraiment sur un côté pluridisciplinaire. Mais est-ce que par rapport à ça, t'aimerais changer ça ? Dire moins oui ? Oui, j'essaye d'apprendre à dire un peu plus non et vraiment de me restreindre, d'apprendre à me dire ok là c'est bon, j'ai assez à faire, je peux pas aider tout de suite et j'aiderai plus tard. J'ai eu une grosse crise identitaire parce que je voyais toutes les personnes qui avaient
donc fait leur licence avec moi et leur master après autre part, mais on était quand même beaucoup en lien, qui vraiment finissaient leur master pendant que moi j'étais en train de faire ma césure. Et ça m'a fait un choc de me dire, ok, ils ont tous validé, ils vont tous avoir un CDI, ils font le chemin classique. Et ça m'a pris du temps de me dire, en fait, j'ai eu des opportunités incroyables d'avoir la chance en licence ou en master de pouvoir présenter à des congrès, d'avoir déjà des publiés à mon nom. Et il faut que j'accepte déjà dans un premier temps que finalement, j'ai des bonnes choses dans la vie, que j'ai un parcours atypique, mais que ça reste un parcours qui est assez chouette. Et j'ai oublié le reste de la question. Est-ce que tu souhaiterais t'améliorer dans certains aspects même si tu es contente de ce que tu as actuellement, qu'est-ce que tu pourrais encore améliorer ou changer, que ce soit dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu penses souvent? Déjà, essayer de m'arrêter, souffler, de me dire ok, c'est déjà bien ce que tu as et jamais. Parce que j'essaye continuellement de faire mieux, d'avoir mieux, un CV encore plus long, etc. Et de faire encore plus. Et là, j'essaye de monter surtout un projet de criminaux liés aux femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose enfin, la violence envers les femmes. Et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment travailler, m'améliorer, entre guillemets, c'est trouver une manière de pouvoir vraiment travailler sur ça à 100%. On va dire que j'ai 2 tout petits groupes de personnes, mais qui vraiment, sans qui je pourrais pas être là, et qui ont été là depuis le début, qui le sont encore. C'était quelques personnes à stigma. Donc Cyril, Sophie et Liam, c'était des gens qui ont fait vraiment tout et stigma avec moi, et qui m'ont tout le temps soutenue, peu importe les difficultés, et vraiment qui me poussaient en me disant tu vas faire des choses incroyables, tu vas le faire. Et à chaque fois que j'hésitais à faire quelque chose en me disant j'ai pas forcément les compétences, ils me disent si tu vas le faire, tu le fais, on sera là, etc. Et qui parfois me disent ok, arrête, t'en fais trop. Et de l'autre côté, des personnes qui m'inspirent beaucoup, c'est Stéphane Chrétien et Geoffrey Durand, que je connais depuis le début de ma licence, donc depuis plus de 5 ans, qui sont tous les deux enseignants-chercheurs ici, et qui dès le début vraiment m'ont encouragé, m'ont soutenu quand j'avais un problème de santé, vraiment ils faisaient en sorte que je puisse assister aux cours, etc. Et j'ai fait des stages avec eux deux, et c'était incroyable à quel point ils prennent toutes les personnes comme leur égal, comme leurs homologues, et on peut discuter avec eux alors que eux c'est des chercheurs assez incroyables et qui nous écoutent, qu'on puisse faire des choses avec eux, qu'on puisse avoir des recherches avec eux. Je trouve ça incroyable de maintenant pouvoir faire des papiers avec eux, et je les remercie beaucoup de m'avoir soutenue et d'inspirer tout le monde comme ça. Je pense que vous allez être déçus parce que vous pourriez attendre un truc incroyable, mais vraiment ce qui m'intéresse c'est l'intersectionnalité. En gros, c'est le fait de prendre en compte qu'il y a plusieurs pouvoirs qui s'exercent sur des groupes de personnes. Donc, par exemple, être une femme noire, lesbienne, etc. Vous voyez à peu près l'idée. Et ça, c'est vraiment des recherches où on ne prend pas en compte. Souvent, elles sont même pas... Ces minorités-là, enfin, c'est même pas des minorités, mais ces personnes qui reçoivent souvent des discriminations, elles ne sont pas incluses dans les recherches, ou alors très peu. Ou alors, on prend, justement, quand on fait les analyses, on ne prend pas en compte cette différence-là. Et j'aimerais juste pouvoir mener des recherches où tout le temps j'inclus vraiment tous les groupes de personnes, et que quand on trouve des choses, surtout en criminologie, pour littéralement protéger les gens, que je puisse protéger tout le monde et pas juste une partie de la population qui a la chance d'avoir des traits particuliers par rapport aux autres. Ouais, j'irai en Laponie voir des aurores boréales, c'est vraiment mon rêve. Alors je sais pas si je retournerais changer. J'ai vu trop d'épisodes de Flash pour voir que si je vais dans le passé, ça va tout casser. Mais je pense que si j'allais me voir il y a 5 ans ou même 10 ans, je me dirais de vraiment pas lâcher, qu'il y a vraiment de meilleures choses qui sont à venir. Malgré aussi beaucoup de choses compliquées comme la pandémie. Mais je dirais de pas lâcher, de vraiment rêver grand et de se laisser tenter par des choses qui paraissent incroyables. Avoir un bon équilibre, santé mentale, vie perso et vie pro. Et j'aimerais beaucoup continuer justement à toucher à tout, pouvoir faire de la médiation, enseigner, faire de la recherche tout ensemble. Je leur dirais de vraiment explorer. Et quand j'essaye d'imaginer l'époque à laquelle j'allais en cours et je rentrais chez moi, ça me paraît incroyable d'imaginer ce mode de vie. Et franchement, si vous avez la possibilité, je sais que c'est pas toujours simple, parce que même moi j'avais un travail, c'était compliqué de tout faire en même temps, mais vraiment d'explorer à côté, rejoindre des associations, si vous pouvez faire des stages volontaires, participer à des congrès de recherche, essayer de faire des publications,
rencontrer des gens, voyager, que ce soit avec les associations ou pas avec les associations, vraiment toucher à tout, tester la médiation, vous rapprocher des enseignants pour comprendre ce que c'est l'enseignement, vraiment de toucher à tout, de tester. En plus, on a la chance d'avoir Internet, on a la chance de pouvoir poser des questions, de faire des recherches, et donc vraiment de ne pas vous limiter, de ne pas vous dire je dois faire juste sciences cognitives, je dois faire une thèse après. On va voir tout ce qui est ouvert devant vous. Et... Sciences cognitives. TEP. Sérotonine. Ok. Les deux. Neuroimagerie. Anglais. Mémoire de travail. Talk. Cognitivisme. Appliqué. Entre labos. Rondelle. Les deux.